Bonjour et bienvenue sur la chaîne Climat et Météo Tropicale. Aujourd'hui, on va parler du GIEC. Cette organisation est devenue au fil des ans, des rapports qu'elle édite et des catastrophes climatiques qui s'enchaînent, une des plus connues dans le monde. Tout le monde parle du GIEC, mais le plus souvent sans savoir ce qu'il est réellement et surtout comment il fonctionne. Alors, on va voir ça de la manière la plus simple possible juste après le générique. Bonjour, je m'appelle Olivier Tisserand et depuis 2008, j'analyse les systèmes cycloniques en Atlantique sur le groupe Facebook Météo Tropicale qui compte plus de 52 000 abonnés. Et lorsque je ne parle pas de cyclones, c'est le plus souvent le climat ou l'énergie qui sont mis au premier plan. Alors abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater de ces sujets et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous cette vidéo. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en version française, et IPCC pour Intergovernmental Panel on Climate Change en version originale. Bon ok, version originale marseillaise. Il ne se passe pas un jour sans qu'un article ou une émission de télé ne parle du dernier rapport du GIEC. Les débats que suscitent ces publications et diffusions dans les médias sont parfois houleux, et le plus souvent pour deux raisons essentielles. La première est que ces rapports mettent de plus en plus en cause nos modes de vie pour expliquer le changement climatique, et on n'aime pas ça du tout, ça fera d'ailleurs l'objet d'une future vidéo. Et l'autre raison est que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est le GIEC et ce qu'il fait réellement. Avant les questions simples, on va planter le décor et donner la version officielle de ce qu'est le GIEC, issue de son propre site internet. Le GIEC a pour mission d'évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Les rapports du GIEC doivent rendre compte des différentes orientations de façon impartiale tout en traitant avec objectivité les facteurs scientifiques, techniques et socio-économiques selon lesquels reposent ces orientations. Le processus d'examen revêt une importance capitale dans le cadre des travaux du GIEC. Comme le groupe d'experts est un organe intergouvernemental, les documents qui en émanent doivent être d'une part soumis à un contrôle scientifique par des pairs et d'autre part à un examen par les gouvernements. Alors voilà en termes très politiques et consensuels comment se définit le GIEC lui-même. On va maintenant essayer de voir un peu plus en détail ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas au travers de 10 questions simples. Premièrement, de qui dépend le GIEC ? Le GIEC est une organisation rattachée à l'Organisation météorologique mondiale et à l'ONU qui a été créée en 1988. Il y a 195 pays qui y adhèrent. Il y a des centaines de chercheurs qui y contribuent et des milliers de relecteurs qui y objectent. Le tout à travers la planète entière. Son budget de fonctionnement est de l'ordre de 6 millions de dollars, ce qui est ridicule en comparaison du travail qui est fourni, et il a un bureau composé de 36 membres qui sont les seuls rémunérés. Les scientifiques et les relecteurs ne sont pas rémunérés par le GIEC. Il est ouvert uniquement au gouvernement et pas aux organisations privées, donc une entreprise ne peut pas adhérer au GIEC. Deuxièmement, le GIEC fait-il de la recherche ? Non, le GIEC ne fait pas à proprement parler de recherche. Son activité consiste à faire un état des lieux le plus exhaustif possible de l'état de la recherche scientifique dans le monde sur tous les champs directement ou indirectement liés à la question du changement climatique. Pour faire ça, il recense, analyse, compare et synthétise toutes les études scientifiques disponibles dans ces champs scientifiques. Il publie ensuite un rapport scindé en 3 volets. Depuis sa création, 6 rapports globaux ont été publiés, en 90, 95, 2001, 2007, 2014 et 2022, et plusieurs rapports intermédiaires spécifiques à certains sujets ont aussi été publiés. Troisièmement, le GIEC est-il indépendant ? De par son organisation, la variété des pays qui y adhèrent et le nombre de scientifiques qui y participent, le GIEC est forcément indépendant, dans le sens où toute tentative de mise en place d'un biais volontaire serait dénoncée par les pays auxquels ce biais pose de gros problèmes et par une partie importante des scientifiques qui quitteraient l'organisme pour ne pas y être associés. Par contre, les résumés des rapports font l'objet de négociations sur la rédaction entre tous les pays membres. Ces négociations peuvent prendre énormément de temps avant que tout le monde soit d'accord. Il faut quand même noter que ces discussions politiques touchent à la forme et non pas au fond qui lui reste sous l'unique contrôle des scientifiques. Quatrièmement, que sont les groupes de travail du GIEC ? Le GIEC est scindé en 3 groupes qui travaillent chacun sur une grande famille de sujets liés au changement climatique. Le premier groupe s'attache à l'évaluation de la connaissance scientifique sur le changement climatique.
Le second groupe traite, lui, des conséquences, des vulnérabilités et des adaptations au changement climatique. Le troisième groupe travaille pour sa part aux méthodes d'atténuation du changement climatique. Chacun de ces groupes publie un volet pour chaque rapport du GIEC. Il existe aussi une quatrième équipe qui s'occupe des inventaires nationaux d'émissions à gaz à effet de serre qui sont utilisés dans les trois premiers groupes et font aussi l'objet de publications spécifiques en dehors des cycles des rapports globaux. Cinquièmement, comment le GIEC gère-t-il l'incertitude inhérente à la recherche scientifique ? Les scientifiques et auteurs du GIEC font un travail de fourmi consistant à évaluer toutes les études scientifiques mondiales traitant de près ou de loin du sujet du climat. Ils vont ainsi, pour chaque sujet de recherche, établir un niveau de confiance sur la quantité des études, leur qualité, la cohérence globale des données et enfin le degré d'accord entre les différentes études. Ce niveau de confiance peut varier entre très faible et très élevé et il va apparaître dans chaque sujet traité par le rapport. Avec ce système, toutes les conclusions et toutes les projections peuvent être très facilement identifiées comme très fiables ou moins fiables, ce qui permet de les hiérarchiser. Sixièmement, combien gagnent les auteurs du rapport ? Les scientifiques qui participent à l'élaboration des rapports ne sont pas rémunérés par le GIEC et effectuent ce travail bénévolement vis-à-vis de l'organisation. Néanmoins, ils sont le plus souvent payés par leurs employeurs dans le cadre de leurs recherches, y compris lorsqu'ils travaillent dans le cadre du GIEC, et sont défrayés de leurs déplacements liés à la production des rapports. La participation au GIEC n'est donc pas un objectif pécunier pour les scientifiques. Les relecteurs ne sont pour leur part ni rémunérés ni défrayés de quelque manière que ce soit pour leur participation. Septièmement, qui sont les relecteurs et que font-ils ? Toute personne ayant des compétences pertinentes sur les sujets autour du climat peut demander à devenir relecteur. Il y en a plus de 2000. Donc, lorsqu'une personne se présente comme scientifique du GIEC, il faut essayer de savoir si elle participe en tant qu'auteur, auquel cas elle peut en effet se revendiquer acteur de l'organisation, ou si elle participe en tant que relecteur, et dans ce cas, elle ne peut absolument pas se revendiquer comme participant au GIEC. Par le passé, pas mal de climato-sceptiques ont utilisé cette nuance pour sous-entendre qu'ils étaient des auteurs du rapport, ce qui était évidemment faux. Ces relecteurs vont lire les rapports avant leur publication et au fur et à mesure de leurs améliorations et faire des remarques sur les éléments présentés. Ces remarques feront systématiquement l'objet de réponses de la part des auteurs concernés qui pourront intégrer tout ou partie de ces remarques dans le rapport s'ils les trouvent pertinentes ou ne pas en tenir compte si elles n'offrent pas de pertinence au propos initial à leurs yeux. Huitièmement, que sont les modèles de prévision du GIEC ? Les études sur le changement climatique se basent énormément sur la modélisation mathématique. Ces modèles étudiant l'avenir, ils doivent utiliser différents scénarios qui épouseront les différents choix possibles de l'humanité. Là encore, le GIEC ne crée pas de modèle mathématique de prévision. Il se contente de synthétiser les résultats des modèles mathématiques des différents laboratoires qui y travaillent. Il a par contre créé un référentiel qui permet de faciliter l'analyse de ces différents modèles. Ce référentiel est basé sur les scénarios dits RCP, pour Representative Concentration Pathway, ou profil représentatif d'évolution de concentration en français. Ces scénarios sont basés sur l'évolution du forçage radiatif, qui est la différence entre l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise par la Terre, et qui caractérise donc le niveau de réchauffement de l'atmosphère. Ces prévisions du forçage radiatif prennent en compte les évolutions naturelles, les fameux cycles, mais aussi et surtout les prévisions d'émissions et de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Neuvièmement, les dirigeants politiques écoutent-ils ce que disent les rapports du GIEC ? Alors bien sûr qu'ils écoutent, c'est une évidence. Mais il y a une grosse différence entre écouter un propos et prendre des mesures pour tenter de lutter contre ce qu'il prévoit. Donc, on peut considérer que les dirigeants politiques sont parfaitement au courant des informations contenues dans ce rapport. Après, la traduction qu'ils en font dans la mise en place de leurs choix politiques est un autre sujet qui n'est pas pertinent ici. Et enfin, dixièmement, les rapports du GIEC sont-ils bien expliqués par les médias ? En ce qui concerne les médias dits mainstream, il est évident que non. Leur perpétuelle recherche du buzz et des oppositions les pousse à isoler certaines données du contexte général pour générer de la polémique. Il en va de même pour les médias rattachés à des organisations idéologiques. Quelle que soit leur orientation idéologique d'ailleurs, ce n'est pas la question. Au final, il y a très peu de médias qui fournissent une information claire et rationnelle sur les rapports du GIEC. Et c'est d'ailleurs là toute la problématique du sujet de la prise en compte du changement climatique. Voilà pour ces 10 questions et les réponses. Mais j'aurais tendance à en indiquer une 11e qui me semble primordiale et qui est « La population lit-elle les rapports du GIEC ?» Et là, la réponse est globalement non. En ce qui concerne les rapports eux-mêmes, le pourcentage de la population qui les lit est infime. Et encore, je suis large, elle est quasiment nulle. Il faut dire que chaque volet de ces rapports fait plus de 3000 pages et plus de 10 000 pour chacun des rapports complets du coup. Mais même les résumés à l'attention de la presse ou des décideurs, qui font de quelques pages à quelques dizaines de pages, ne sont globalement pas lus. Et pourtant, les décideurs, c'est tout le monde.
Lorsqu'on décide de changer de voiture, de construire une maison ou de partir en vacances en avion, on décide d'agir sur le climat. Bien sûr, pas au même niveau que les gouvernements ou les multinationales, mais on est décideur quand même. Je vous invite donc à lire ces résumés indispensables à la compréhension de la situation, dont vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'est le GIEC et la nature de ses activités, et par conséquent de mieux appréhender les informations que vous voyez circuler sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut!